Retour avec Joseph Dato, la question russe. Je reviens sur un point que j'avais évoqué dans la première partie, c'est cette fascination de Poutine dans un certain nombre de pays. En France, on peut penser à Marine Le Pen, à Salvini. En Italie, Poutine vu comme le garant d'une société plus traditionnelle avec des valeurs stables, structurées, la famille, le genre, la religion, la patrie, défendre son pays contre la mondialisation, contre les islamistes, contre une forme donc de mondialisation sioniste, entre guillemets, etc. L'esprit de groupe, là le type physique, je pense qu'il peut faciliter ça, hein, quand une bonne partie de la population, sans faire de caricature et de peau blanche, blond avec des yeux bleus. Un certain racisme aussi, hein, on se rappelle quand même les pogroms, les supporters russes et même les immigrés russes antisémites en Israël, quoi. Donc voilà, c'est pas exemple de contradiction tout ça. Avec une part d'illusion aussi. On a parlé de la Libye, on a parlé de l'Ukraine, on a parlé de la Syrie, mais aussi en France, il y a une forme d'ingérence oui, de la Russie, hein, qui présente ça souvent comme une façon de se défendre. Il y a ce plan un petit peu victimaire, mais l'influence des élections, par exemple à travers Marine Le Pen ou aux États-Unis, tu disais tout à l'heure que la Russie a fait les choses franco, qu'elle assume, mais là ça passait quand même par des réseaux sociaux, par des financements, donc il ne faut pas que ça se voit trop. Oui, probablement, mais il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, c'est-à-dire il y a des gens du milieu d'extrême droite ou de la droite extrême qui sont fascinés par le personnage Poutine, par l'image qu'il donne, par la force, enfin... Oui, ça c'est très important, cette idée de force. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui vient... C'est un militaire, Poutine, hein, c'est un militaire secret, c'est-à-dire c'est un soldat de l'ombre, c'est un patron de l'ancien KGB en Allemagne de l'Est, à Dresde, puis c'est un homme du Nord. D'où ces rapports privilégiés avec Angela Merkel, non? Qui avait un poste important dans l'ancienne RDA. Pas anglais, mais il parle allemand. Il a vécu beaucoup en Allemagne. Merkel est une Allemande est. Oui, qui avait un poste dans l'ancienne RDA, quand même, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Important. Universitaire chimiste de formation. Merkel qui vient de l'Est. Je ne sais plus, Leipzig, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça. Et Poutine aime l'Allemagne, parle allemand. Voilà. D'ailleurs, l'Allemagne a été, je crois, au XVIIIe siècle, hein, à l'époque de Catherine de Russie, tout ça, les Allemands ont beaucoup contribué à l'industrialisation de la Russie, sa modernisation. Voilà. Puis la Prusse orientale, c'est devenu Kaliningrad. Après, hein, mais je veux dire, il y avait. Oui, voilà, il y a des rapports qui sont anciens entre après, il y a eu des mauvais rapports. Hein, le traumatisme de la conquête nazie, effectivement, je voyais ça avant-hier à l'occasion d'une émission sur De Gaulle, ça a été terrible, parce que Hitler considérait les Slaves comme une race inférieure. Donc il a vraiment laminé la Russie. C'est-à-dire que c'est là qu'il s'est fait laminer. Hein. Oui, et oui. Après, comme Napoléon, finalement, ils n'ont pas tenu sur la distance. Voilà. Personne n'a jamais tenu l'hiver aussi, par rapport à l'hiver aussi. Tout à fait. Personne n'a jamais tenu la distance en Russie. Et la preuve, et la Grande Guerre patriotique, c'est pas rien. Moi, je suis allé dans l'ancienne Stalingrad, qui s'appelle Volgograd maintenant. Enfin, cette ville est reconstruite, et c'est une ville neuve. Hein. C'est comme Varsovie, c'est-à-dire il y a quelques vestiges, mais elle a été en miettes, réduite en miettes, cette ville, Stalingrad. Bon, c'est le début du tombeau, il est là. Hein. Voilà, mais... Voilà, mais en fait, bon, ce sont des choses qu'on peut comprendre là aussi, parce que objectivement, il y a quand même une volonté, ça fait presque facho de parler comme ça, mais j'assume, parce que c'est pas du tout facho, il y a quand même une volonté de la part d'un certain nombre de forces de créer de la division absolument partout, dans le travail, dans la société, tout ça, parce que c'est bon pour les affaires, et bon, après, il y aurait des motifs à la fois stratégiques, géopolitiques, psychanalytiques, dans cette volonté de diviser un peu tous les peuples, donc on ne va pas s'étendre sur ça. Mais revenons à la politique extérieure de la Russie. On va parler de l'Afrique, du Venezuela. Oui, il prend sa revanche, si je puis dire, Poutine, puisque il est un soutien inconditionnel de Maduro, le président du Venezuela, qui est apparemment, parce que les chiffres sont compliqués, mais
serait la première réserve pétrolière au monde, le Venezuela. Ah. Et ce pays est dans une situation d'état failli, en clair. Même si les choses tournent, même si les choses ne sont pas aussi binaires qu'on nous les présente dans les BFM et autres télévisions que je ne regarde jamais, mais l'alternative Juan Guaido, le président bis autoproclamé, quoi. En fait, il perd du terrain et tout le monde le lâche. Donc c'était aussi une mystification. Alors c'est quand même très triste parce que dans les années 2000, beaucoup de personnes ont mis de l'espoir dans Chavez, mais il ne suffit pas d'être charismatique ou bolivarien pour finalement bien gérer son pays. Quoi. Il a gaspillé la manne du pétrole et avec une énorme corruption. Donc, en tout cas, Poutine a choisi son camp. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire Qu'est-ce qu'il vient faire Poutine au Venezuela? Il vient... c'est les peuples amis et frères. C'est la grande internationale communisto-socialiste ou socialo-communiste, mais c'est aussi une épine dans le pied des Américains. Oui, parce que ça fait du pétrole bon marché pas très loin, effectivement. Ils considèrent que l'administration Trump exagère, mais il a raison. Puisque Trump exagère surtout, donc c'est pas difficile d'être d'accord avec lui là-dessus, quoi. Donc c'est un soutien de Maduro. C'est-à-dire, ils voudraient faire quoi les Américains au Venezuela? Faire tomber le régime, s'emparer du pétrole, et puis en fait ils font rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est de la gesticulation. Et maintenant Trump il est pris dans un tel problème gigantesque, tenu par un calendrier d'élections dans 6 mois. Quand tu dis problème gigantesque, c'est-à-dire par rapport aux émeutes, par rapport aux émeutes, à l'Iran, à l'Europe, enfin à la Chine. Enfin, c'est extraordinaire, c'est du jamais vu, c'est inédit quand même. En même temps, je me disais quelque chose en préparant l'émission. On est revenu dans un monde bipolaire, bon, même s'il y a la Chine évidemment, s'il y a l'islamisme, mais où finalement on a des gros bras comme ça. Alors là, j'exclus un peu la Chine, mais entre la Russie et les États-Unis, même s'ils se sont rapprochés, est-ce qu'ils ne cherchent pas encore à manipuler le reste des peuples du monde en leur disant soit vous êtes avec les uns, soit vous êtes avec les autres, et pour dire c'est toujours nous les patrons. Voilà. C'est difficile de dire ça. Mais les gens marchent dans ce truc-là. C'est difficile de dire ça parce qu'ils ne se sont jamais agressés finalement. Ils étaient ensemble à Yalta, ils ne se sont jamais fait la guerre directement. Par contre, ils ont manipulé plein de peuples qui ont mis des régions entières à feu et à sang. L'Amérique centrale, au Proche-Orient, en Afrique, voilà. Mais eux, ils ne se sont jamais entretués. Non, parce qu'on ne serait plus là si ça avait été le cas. C'est ce qui nous faisait craindre. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Quoi. Tout à fait. Mais Poutine a une diplomatie tous azimuts qui est un peu confuse, me semble-t-il. Je ne suis pas diplomate, mais avec la Chine, avec l'Afrique, il a convoqué un sommet des 5 ans. Il a convoqué 50. C'est beaucoup, 50 chefs d'État africains sur 57. 54 à Sochi l'année dernière en 2019, donc il y a 8 mois, quoi, pour expliquer sa doctrine de coopération militaire, coopération humanitaire, etc. Et puis position onusienne, c'est-à-dire qu'il est membre permanent du Conseil de sécurité, qu'on le veuille ou non, Poutine, enfin la Russie. Donc, par contre, ils ont quitté le G8, c'est ça? Oui. Je crois, il y a quelques années, d'accord. Par contre, ils sont toujours membres du Conseil de sécurité. À la suite de l'Ukraine. D'accord. G8 est devenu G7. D'accord. Mais on discute quand même avec lui. Oui, mais de toute façon, il est incontournable. Incontournable énergétique. Incontournable et politique. Il est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc en Chine, en Afrique, il veut redorer le blason et puis occuper la place. L'Europe est nulle. Nulle. En Afrique, on est une présence. Les Américains ont pris énormément de place. Les Chinois, énormément de place aussi. Donc on perd la France-Afrique, ce qui est en soi moralement pas très condamnable. Non. Mais bon, est-ce que les Chinois font... Non, les Chinois font du business as usual, mais de façon effrénée. Voilà, les Russes veulent mettre un pied aussi, ne veulent pas que le gâteau africain leur échappe complètement, parce qu'il y a quand même des miettes du gâteau intéressantes. Et puis politique. Le continent, comme disait Pierre Rabhi, très riche et sous-peuplé, et malheureusement toujours dans une misère noire. Oui, tout à fait. Et puis avec la Chine, l'intérêt de la Russie, ça durera tant que ça durera, mais est que la Chine n'a pas de ressources hydrocarbures.
Donc le client rêvé, c'est la Russie, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Ça permet de l'instant, parler les de Chinois l'environnement qui achètent. n'est pas la priorité de Poutine. Hein. Non, Voilà. mais pas non plus des Chinois, hein, même s'ils disent que si. Oui. Enfin non. Oui, Il faudrait oui. fermer 400 000 centrales à charbon, c'est pas demain la veille. Hein. D'accord. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cet entretien très riche. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être perspective, comme on dit, de la Russie, même sans être devin. L'intérêt, j'aurais à dire que l'intérêt, c'est de pacifier les choses et de considérer la Russie comme un partenaire, parce que c'en est un, géographique, politique, économique. Ils ont un pied, plus qu'un pied dans l'Europe, ils ont un pied en Asie, c'est l'Eurasie, hein, c'est comme disait De Gaulle, de l'Oural. Oui, ça c'est très l'Oural, important, hein. C'est très important de voir. C'est un pays qui est aux frontières de l'Europe et géographiquement présent en Europe. Il y a à la fois un côté très occidental chez les Russes et un côté très oriental. Absolument. Aussi dans l'âme russe. Eurasie, absolument, Eurasie. Donc on ne peut pas se couper de la Russie, ou alors, et puis qu'on arrête les gesticulations, parce qu'il y a toujours un risque à pousser le bouchon trop loin et un risque de dérapage, et on n'est pas capable de déraper avec la Russie en tant qu'Europe. Oui, théoriquement il faudrait déraper avec personne, mais effectivement, parce qu'il y a quand même une stabilité en Russie, quoi. Aujourd'hui, qui fait qu'on sait à quoi s'en tenir. Oui, il y a une stabilité, elle est ce qu'elle est, mais elle est là. Oui. Et il y a aussi une course folle aux armements de tout le monde, y compris de la Russie. Hein. Je regardais les chiffres de l'armement, ils avaient prévu en 2008 d'injecter, donc c'est Poutine déjà, 700 milliards de dollars, c'est pas beaucoup par rapport aux Américains, c'est beaucoup par rapport à la Russie, et ils injectent, c'est-à-dire qu'ils sont dans une course à l'armement gigantesque. Hein. Oui, il faut montrer ses muscles, parce que sinon on n'est pas pris au sérieux. Oui, mais ça coûte de l'argent, oui. et en hommes, et en recherche. Donc au détriment d'une population qui, en dehors de Moscou, est quand même très pauvre. On a parlé tout à l'heure, hein, cette politique extérieure très présente, mais en même temps, des gens qui s'organisent un petit peu entre eux et en s'appuyant pas forcément sur les meilleurs coups de corruption. Ils voulaient un salaire moyen à 2100 euros pour les Russes, et le salaire moyen à 650 euros, donc il est loin de ce qu'il avait dit, il est 3 fois à un tiers de ce qu'il avait dit, quoi. Ok. Au niveau salaire moyen, voilà. On va s'arrêter là, merci On s'arrête, pour merci cet entretien, et une prochaine fois sans doute. Avec plaisir.